Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Guisen TV pour cette nouvelle matinale de l'info avec une actualité chargée pour cette fin de semaine. On va parler bien sûr dans quelques instants de tous ces titres de l'actualité avec Elsa Mimoun. Nous parlerons notamment de cette opération militaire aérienne en Syrie contre apparemment des convois d'armement qui a été mené donc par l'armée de l'air israélienne. On parlera aussi de la situation au Mali et puis avec Jacques Nérial, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Et puis nous rejoignent en deuxième partie d'émission deux autres invités, cette fois-ci pour parler d'un sujet beaucoup moins commun, l'enseignement de la Shoah au sein des pays arabes et parmi les populations musulmanes. Nous recevrons pour cela notre chroniqueur Samir Benlaïchi, enseignant et chercheur à l'université de Tel Aviv, mais également notre invité Abdallah Benassi, qui est le président pour le Centre du développement du Sud et également pour le dialogue et la citoyenneté. Bonjour. Bonjour. Alors on revient en deuxième partie d'émission, notamment sur ces conférences auxquelles vous avez participé sur cet enseignement de la Shoah. En attendant, on retrouve Elsa Mimoun ce matin pour les titres de l'actualité. Bonjour Elsa. Bonjour Myriam, bonjour à tous. On ouvre ce matin cette édition avec la Syrie. L'aviation israélienne a pris pour cible un convoi à la frontière entre la Syrie et le Liban. Dans la nuit de mardi à mercredi, la cargaison comprenait apparemment des missiles anti-aériens et anti-chars sophistiqués et non pas des armes chimiques. Ce sont des informations dévoilées par la presse américaine. Et toujours en Syrie, selon la télévision syrienne, Israël aurait bombardé mercredi un centre de recherche militaire proche de Damas. Le commandement militaire syrien a affirmé que le raid mené à l'eau par l'aviation israélienne avait pour cible un centre de recherche militaire dans la province de Damas, démentant par la même occasion que les avions de Tsahal aient visé un convoi terrestre. L'administration postale israélienne a rapporté mercredi une forte augmentation de la demande israélienne de masques à gaz, notamment au nord du pays, dans un contexte de tension provoqué par une possible fuite d'armes chimiques syriennes dans les mains du groupe militant libanais Hezbollah. Et toujours en Israël, le président israélien Shimon Peres a officiellement reçu mercredi les résultats des élections législatives du 22 janvier dernier et a lancé les consultations en vue de la désignation du chef de parti le mieux placé pour constituer une majorité et former le prochain gouvernement. Le président israélien a commencé à rencontrer les représentants des partis, notamment du Likoud, Israël Beitenou et Yesh Atid. Aujourd'hui, le président recevra les représentants des 10 autres partis. Une journée marathon donc qui s'annonce. Le président égyptien a effectué une visite à Berlin. L'étape en France est reportée du fait d'un retour au Caire anticipé. Malgré les tensions en Égypte, Angela Merkel, la chancelière allemande, semble accorder le bénéfice du doute au président égyptien Mohamed Morsi, venu lui rendre visite à Berlin. L'Allemagne veut être un partenaire important de l'Égypte, c'est ce qu'a déclaré la chancelière après avoir accueilli le leader islamiste avec les honneurs militaires. Toujours en Égypte, 2 personnes ont été tuées mercredi par des tirs de chevrotine lors d'affrontements entre manifestants et policiers près de la place Tahrir au Caire. L'Égypte qui connaît depuis quelques jours des violences qui ont fait plus de 50 morts, en très grande majorité dans la ville de Port Saïd au nord-est du pays. L'une des figures de proue de la principale coalition de l'opposition égyptienne, Mohamed El Baradei, a appelé à une réunion d'urgence avec le président Mohamed Morsi pour tenter de résoudre la crise que traverse le pays. Au Mali, la France a appelé mercredi Bamako au dialogue avec des populations du nord du Mali, au moment où ses soldats prenaient position à Kidal, dernière grande ville de la région sous le contrôle de groupes armés qui assurent rejeter le terrorisme et prôner une solution politique. Sur le terrain, des soldats français ont pris dans la nuit le contrôle de l'aéroport de Kidal à 1500 km de Bamako. Aux États-Unis, un suspect présenté comme un vétéran du Vietnam est retranché depuis mardi soir dans un bunker souterrain. La scène se passe près de Midland City dans l'Alabama, dans le sud des États-Unis, où l'homme se situe dans un bunker construit situé sous sa propriété avec un garçon de 5 à 6 ans qu'il a pris en otage. Le forcené Jimmy Lee Dickes, 65 ans, un chauffeur routier à la retraite, est décrit par ses voisins comme un marginal particulièrement asocial. Du côté de la Fermera, maintenant 2 hommes arrêtés à Toulouse sont toujours en garde à vue dans l'enquête sur les complicités dont aurait pu bénéficier Mohamed Merah, le tueur au scooter qui a abattu froidement 3 parachutistes puis 3 enfants et un enseignant juif entre le 11 et le 19 mars 2012. Les enquêteurs cherchent à savoir si Mohamed Merah a agi seul, comme il l'avait affirmé aux policiers lors du siège de son appartement, à l'issue duquel il a été tué le 22 mars dernier. Et pour terminer, l'Agence nationale de sécurité du médicament a engagé une procédure de suspension de l'autorisation de la mise sur le marché de médicaments Diane 35 et de ses génériques, traitement hormonal contre l'acné, largement détourné comme contraceptif. Cette décision sera effective dans un délai de 3 mois. De leur côté, les médecins ne doivent plus en prescrire ni comme nouveau traitement ni en renouvellement d'ordonnance. À l'issue de 3 mois, la suspension prendra effet et les lots seront retirés du marché.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Retour tout de suite sur le plateau de votre matinale avec Myriam Danan. Très bonne journée à vous. Merci Elsa, et puis on va donc continuer à parler de la situation en Syrie. On l'a vu, cette intervention aérienne israélienne a fait grand bruit. Elle n'est pourtant toujours pas confirmée officiellement, ni par le gouvernement israélien, ni par les Américains, qui bien sûr s'abstiennent de toute réaction officielle. Mais les médias, eux, en parlent bien, pas en Israël, notamment à cause de la censure militaire, où il n'y a que les articles étrangers qui sont donc expliqués. Mais par contre, le New York Times, lui, nous consacre un grand article donc à cette action israélienne. Et puis à noter également ce matin ce communiqué de l'armée syrienne qui lui aussi confirme qu'il y a bien eu intervention israélienne sur le sol syrien. Reste à savoir ce que les Israéliens ont visé. Et là, nous rejoint Maxime Pérez, notre spécialiste militaire et défense en ligne. Bonjour Maxime. Bonjour Myriam. Alors, on a vu plusieurs versions contradictoires, plusieurs versions croisées également. Est-ce qu'on sait davantage quelle a été aujourd'hui la cible des Israéliens en Syrie ? Écoutez, vous l'avez dit, la nouvelle de ces dernières heures et qui en fait remonte à hier soir, c'est ce communiqué du commandement militaire syrien, repris aussitôt par la télévision d'État du régime, qui confirme que l'aviation israélienne a bien mené un raid sur son territoire mercredi matin. Un raid qui aurait visé non pas un convoi d'armes, comme l'ont affirmé des sources occidentales, mais plutôt un centre de recherche militaire situé dans la province de Damas, à mi-chemin entre la capitale syrienne et la frontière libanaise. L'état-major syrien ajoute que ce site a été entièrement détruit par cette frappe israélienne. Et du côté des rebelles syriens, on affirme, vidéo à l'appui, que le complexe servait à la production d'armes chimiques. Les rebelles maintiennent aussi qu'une deuxième attaque s'est produite dans la foulée contre un convoi d'armement syrien, très probablement des missiles antiaériens de type SA-17, à même de changer l'équilibre des forces régionales. Donc ce serait une ligne rouge d'un point de vue israélien. Et une attaque, toujours selon cette même source rebelle, qui se serait déroulée près de la frontière libano-syrienne, à 5 km au sud de cette fameuse autoroute qui relie Beyrouth à Damas. Vous le voyez, encore beaucoup de confusion autour des événements d'hier en Syrie, d'autant qu'en Israël, vous l'avez dit, c'est toujours le silence radio. Voilà, et puis on parle également de ces missiles donc sol-air SA-17 qui étaient susceptibles de porter dans leur tête des armes chimiques. Est-ce qu'il faut craindre aujourd'hui, Maxime, des représailles? Il semble que ce soit oui, la crainte des Israéliens, même si on tente, tant que faire se peut, de rassurer la population locale. Oui, bien évidemment, la crainte existe, comme ce fut le cas d'ailleurs en septembre 2007, après le bombardement par Israël du réacteur nucléaire d'Al-Kibar dans le désert syrien. Mais disons-le, les forces de Bachar el-Assad aujourd'hui sont bien trop occupées par les rebelles pour lancer une opération de représailles contre Israël. Je dirais même que le régime syrien risquerait sa survie en osant une telle riposte. Nul doute qu'il s'exposerait à une réponse destructrice de l'armée israélienne, et ça n'est clairement pas son intérêt aujourd'hui. Ce qu'il faut craindre en revanche, s'il s'avère que c'est un convoi du Hezbollah qui a été visé, eh bien c'est une réponse du Hezbollah, une réponse militaire, une attaque à la frontière nord d'Israël. Et pourquoi pas même une escalade, vous le savez. L'arsenal du mouvement chiite est beaucoup plus important qu'en 2006, lors de la seconde guerre du Liban. On parle aujourd'hui de 40 000 roquettes et missiles, et c'est probablement pour cette raison qu'Israël a déployé des batteries antimissiles ces derniers jours, notamment dans la ville portuaire de Haïfa. Il y a un risque d'embrasement, mais si vous me permettiez un pronostic, je dirais que l'opération menée par l'aviation israélienne en Syrie mercredi paraît bien trop ponctuelle, bien trop limitée pour provoquer un scénario d'escalade. Oui, effectivement, sans compter la situation politique intérieure très délicate du Hezbollah au Liban. Un dernier mot, Maxime. On parlait aussi beaucoup de ces menaces de l'Iran ces 3 derniers jours, menaces directement lancées à l'encontre d'Israël en cas d'intervention en Syrie. Est-ce qu'il faut craindre quelque chose de ce côté-là ? Non, je ne crois pas. L'Iran est bien sûr dans un jeu d'alliance avec la Syrie, et en tant qu'allié du régime de Damas, il est de son devoir d'essayer d'avoir un rôle dissuasif en cas, bien sûr, vous savez, il y a des menaces d'intervention étrangère depuis des mois en Syrie, si des lignes rouges étaient franchies par le régime syrien, le régime d'Assad. Israël est, semble-t-il, passé à l'acte hier, mercredi, en menant au moins une frappe en territoire syrien, mais je ne crois pas que la République islamique soit dans une situation idéale pour s'engager elle aussi dans une expédition militaire, dans une campagne de riposte. Ça n'est pas son objectif, alors que tous les regards, vous le savez, sont tournés vers ce pays à cause de son programme nucléaire. Donc, malgré les tensions évidentes, un retour au calme annoncé, une situation qui reste toutefois très volatile sur le terrain, notamment en Syrie. Merci pour vos explications, Maxime Pérez.
Et il aura donc fallu moins de 3 semaines à la France pour reprendre le contrôle du Mali. Reprendre le contrôle du Mali et reprendre également le pouvoir aux islamistes. Et pourtant, les islamistes, eh bien, ils ont évité ces forces françaises et maliennes. Alors aujourd'hui, beaucoup de méfiance. Effectivement, la guerre, l'opération Serval est sans doute presque terminée. La question est que va-t-il se passer au lendemain du départ des troupes françaises? Comment est-ce que les troupes françaises et maliennes vont pouvoir consolider leurs acquis? Est-ce qu'il n'y a pas un piège qui les attend? À toutes ces questions, nous allons tenter de répondre dans quelques instants avec Jacques Néria, à nos côtés, ancien officier des renseignements militaires. Bonjour. Bonjour. Mais avant cela, on refait le point et la chronologie de cette opération Serval, c'est dans ce reportage. 10 janvier 2013, le gouvernement français décide d'envoyer ses troupes au Mali. Intervention éclair face à l'avancée des rebelles islamistes vers le sud et occupant déjà une partie du nord du pays. L'opération Serval est lancée. 2 jours plus tard, le 12 janvier, la France s'engage sur un autre front, Somalie. Sur place, il tente de libérer l'otage Denis Alex, ex-agent de la DGSE, retenu depuis 2009 par les insurgés islamistes. Tentative ratée, l'otage est exécuté et 2 soldats français meurent dans l'assaut. 16 janvier 2013, le site gazier d'In Amenas en Algérie est attaqué par des combattants se réclamant d'Al-Qaïda. Une attaque directement liée à la présence française au Mali. Le motif principal avancé par le groupuscule islamiste est qu'Alger a ouvert son espace aérien à la France dans le cadre des opérations au Mali. Bilan, plus de 70 personnes tuées, dont 37 ressortissants étrangers. Lundi 28 janvier, les soldats français et maliens arrivent à Tombouctou et sont accueillis par une population en liesse. Les islamistes ont choisi d'éviter un combat frontal. La ville a été prise sans un seul coup de feu. Dès le lendemain, des magasins supposés appartenir à des Arabes assimilés aux islamistes sont pillés par une foule en colère. Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault annonce immédiatement son souhait de déployer rapidement des observateurs internationaux pour veiller au respect des droits de l'homme. 30 janvier, l'armée française prend finalement position à Kidal, bastion islamiste. Pendant ce temps, la communauté internationale réunie à Addis Abeba en Éthiopie débloque 338,6 millions d'euros pour les besoins militaires et humanitaires du pays. Mais ces fonds ne suffiront pas. Processus politique et tactique d'occupation des territoires reconquis vont rapidement s'avérer être des défis peut-être plus complexes à remporter que l'opération Serval. Voilà, alors on le voit dans ce reportage, c'était bien une opération éclair. En moins de 3 semaines, les Français ont repris les villes clés du Mali qui étaient aux mains des islamistes. Ça n'a pas été très difficile. Tombouctou a été repris sans un seul coup de feu. Qu'est-ce que cela cache, Jacques Néria ? Cela cache que, comme vous le dites, le plus difficile est devant nous et non plus derrière nous. Donc, il fallait, oser. Donc, la France a osé ce que beaucoup d'autres pays n'ont pas fait. Et il faut saluer cet exploit-là, même si c'est pour l'instant au prix nul de tuer de la part des islamistes. Il faut aussi comprendre que la France a bien géré cette crise-là. En entrant au Mali, elle avait déjà pensé à sa stratégie de sortie. Ce qui fait qu'une fois le terrain conquis, la France voudrait que les forces africaines soient sur place. Peut-être que la France va continuer à gérer les renseignements, à gérer une sorte de supervision de ce qui se passe. Mais en principe, la mission des forces françaises est terminée. Donc, alors effectivement, la France veut gérer, mais de loin, on les comprend. La grande erreur de François Hollande aujourd'hui, c'est l'enlisement. Mais est-ce que finalement, la France a le choix ? Écoutez, je pense que la France a en mémoire beaucoup d'antécédents, si c'est à partir de l'Indochine, à partir du Vietnam, donc l'Afghanistan, tout cela, le bourbier malien ne convient pas exactement aux Français. C'est pour cela qu'ils feront attention. Ce qu'il faudra surtout, c'est le fait, naturellement, comme vous l'avez dit, les islamistes ont choisi de ne pas se battre avec les Français et de se retirer dans les montagnes, donc quitte à commencer une guerre de guérilla, de kidnapping, d'harcèlement des forces françaises. On pourra revoir des scènes comme le Drakkar à Beyrouth, ou bien comme des attaques, des kidnappings d'expatriés français. Tout cela est là et pourrait être réalisé très vite parce que les infrastructures des islamistes n'ont pas été touchées. Vous faites le parallèle aujourd'hui entre Israël et la première guerre du Liban, n'est-ce pas ? Exactement, tout à fait. Mais regardez ce qui se passe là. Les Français attaquaient Gao, attaquaient Diabali, et puis les islamistes ont attaqué In Amenas. Donc en principe, c'est les sites que les islamistes vont choisir seront éparpillés sur tout le Sahel. Donc ça ne sera pas uniquement limité au Mali.
Alors cette stratégie d'évitement des islamistes, elle était clairement affichée. On a bien vu à chaque fois que les forces françaises entraient dans une ville, eh bien celle-ci était littéralement désertée. Concrètement, les islamistes vont bien sûr revenir se battre, revenir à la charge. Que peuvent faire les Français aujourd'hui pour lutter contre ces forces islamistes? Alors il y a un allié de taille qui s'appelle le Mouvement national de la libération de l'Azawad, qui est un mouvement laïque qui a au début, c'était le mouvement qui a généré la rébellion contre l'autorité centrale au Mali, et qui a déclaré d'être prêt à négocier avec la France un certain arrangement concernant, je dirais, les aspirations nationales des Touaregs. Si jamais un tel accord serait acquis avec les Touaregs, je pense qu'il y a un allié de taille ici qui pourrait combattre les islamistes. Et les islamistes, surtout, on le voit déjà sur le terrain, dans d'autres villes, les indigènes, je dirais, les Maliens, ont attaqué tout ce qui ressemblait à quelque chose d'étranger. Les magasins arabes, des Mauritaniens, des Algériens, tout cela, il y a une réaction contre tout ce qui venait de l'extérieur. Alors Jean-David Lévy, l'ancien Sherpa de Nicolas Sarkozy, parle aussi de la nécessité d'un processus politique dans cette deuxième phase, mais aussi de la nécessité de l'occupation des sols, si on peut dire, l'occupation des zones reconquises. Est-ce que les forces africaines en ont les moyens aujourd'hui? Écoutez, pour l'instant, la force africaine est planifiée à 6 000, 7 000 hommes. Avec 6 000, 7 000 hommes, avec la taille, je dirais, des villes maliennes, il n'y aura pas de problème de présence. Le problème est, est-ce que ces villes-là seront assiégées? Est-ce que les lignes de ravitaillement, les lignes logistiques ne seront pas attaquées par les islamistes? Pour cela, il faudra que la France mette sur place une infrastructure de surveillance et surtout d'attaque, donc des drones attaqueurs, des unités d'intervention rapides à appareils hélicoptères. La France sera toujours présente d'une façon différente. Une façon différente, et puis on le voit également, les forces africaines comptent bien, elles aussi, tenir leur rôle. Les seuls sur qui je compterais, je dirais, sur les Tchadiens et les Nigériens. Autrement, sur les autres, je pense que l'expérience militaire est un peu limitée. Alors on a cité la première guerre du Liban, l'Afghanistan, on ne peut que citer l'Irak également comme exemple d'enlisement. Aujourd'hui, les forces occidentales ont tiré leurs leçons, mais est-ce que tirer ces leçons, ça veut dire renoncer aussi à avoir une victoire définitive contre le terrorisme? Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de victoire définitive contre le terrorisme. C'est une guerre qui est une guerre constante et qui est continue 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est comme ça. Pour dominer le terrorisme, il faut l'attaquer et il faut prendre l'initiative. Tant que l'initiative est aux mains, je dirais, des bons gars, donc je dirais des forces qui sont, je dirais, légitimes, là, nous sommes du bon côté. Le terrorisme doit être poursuivi tout le temps pour être tout simplement dominé. Alors, la France n'a pas été vraiment suivie dans cette opération au Mali et au Sahel par ses anciens alliés internationaux, pour beaucoup pour des raisons économiques. La France aurait pris une décision courageuse de la vie générale. Que se serait-il passé si la France n'était pas intervenue? Alors, ce qui serait passé, ça serait très simple. Le Mali serait tombé aux mains des islamistes et ça aurait été une théorie de domino. Donc, le Mali tombe, le Niger tombe et je dirais, tout ce qu'il y a comme uranium tombe sous la coupe des islamistes. C'est un grand danger. De là, l'épanouissement de l'univers du sultanat islamique devait aller à l'ouest et à l'est et au sud. Donc, tout cela, une déstabilisation totale de la situation. La France a eu le courage d'être la première à réagir à cause de ses propres intérêts. Et je vois aussi ici une certaine faiblesse, je dirais, comme vous le dites, des alliés. La seule chose, la seule aide ou assistance qui a été donnée, c'était d'abord par les Américains concernant des avions de ravitaillement, les WACS, tout ça, des avions de renseignement, de surveillance. Mais je dirais le principal contributeur dans cette équation, c'est l'Algérie. Sans que l'Algérie ne permette à l'aviation française d'attaquer à partir de son sol ou survoler le territoire algérien, rien n'aurait pu se passer. Pourquoi les islamistes ont tenu à attaquer le Mali spécialement? On le sait, il y a d'autres plateformes du terrorisme en Afrique. Pourquoi cette cible spécifiquement? Parce que d'abord, ce qui s'est passé, c'est le régime malien était un régime malade. Donc, et puis les Touaregs. Il n'est pas le seul en Afrique. Alors, il n'est pas le seul, mais les Touaregs qui avaient été chassés de Libye, donc parce qu'ils étaient noirs. Donc les Libyens arabes ont chassé les Noirs de Libye. Donc les Touaregs, en passant par les camps de Kadhafi, ont ramassé un arsenal immense.
Alors, il faut se rappeler que les Touaregs se sont rebellés contre le régime central au Mali plus de 4 fois depuis les années 60. Donc, c'est la 5e rébellion. C'était, je dirais, cette espèce d'aspiration à l'indépendance existe depuis déjà près de 50 ans et plus. Donc, ils ont attaqué et ils ont occupé 2 tiers du territoire du Mali. Leur malchance, c'est que leur révolution ou leur révolte a été kidnappée par les islamistes. Donc ils se sont battus avec les islamistes et ils ont perdu la bataille. Et les islamistes qui étaient plus aguerris, plus entraînés dans ce genre ont tout simplement kidnappé et ont volé cette espèce de révolte et ils se sont appropriés de cette révolte-là. Et les Touaregs aujourd'hui, ils ont gagné leur place sur l'échiquier politique local? Alors voilà, c'est l'occasion ou jamais aujourd'hui d'arriver à un entendement avec les Touaregs, donc le MNLA qui est sur place, qui était d'ailleurs qui avait reconquis Kidal avant les Français et a exprimé son attitude de négociation pour essayer d'arriver à un certain accord avec le régime central au Mali. Le capitaine Sanogo n'a pas beaucoup à dire ces derniers temps. Ouais, en tout cas, la volonté d'un processus politique est là. On verra les résultats sur le terrain dans quelques jours. Du côté des Français, on sent, oui, un sentiment d'autosatisfaction à la suite de cette opération Serval. On sent aussi une certaine prudence dans les affirmations. Rien n'est encore fini, affirme le ministre français de la Défense. Concrètement, c'est quoi les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les soldats français au-delà d'une guérilla urbaine ? Écoutez, je ne voudrais pas être aujourd'hui dans un soldat qui ravitaille entre Gao et Tombouctou. Donc, j'aurais préféré prendre des moyens aériens plutôt que des moyens terrestres parce que je pense que ces axes-là seront tout simplement visés par les terroristes, par les islamistes. Et kidnapper des soldats français, c'est déjà une autre paire de manches. Et là, par contre, aucun moyen de prévention ? Il y a les moyens de prévention, sont les moyens de surveillance électronique, optique, les drones attaqueurs, les drones de surveillance 24 heures sur 24. Il faudra que la France, tout simplement, il y aura ici un budget je dirais, à préparer pour essayer de contrer les attaques imminentes ou éventuelles des islamistes. En tout cas, une deuxième phase à ne pas sous-estimer au Mali. Merci pour vos explications, Jacques Mérien. Je vous en prie. Voilà, c'est donc la seconde et dernière partie de cette émission. Nous recevons donc aujourd'hui Samir Benlaïchi, notre chroniqueur, enseignant notamment et chercheur à l'université de Tel Aviv, mais également à ses côtés Abdellah Benassi. Vous nous arrivez tout droit du Maroc. Vous êtes à la tête de l'organisation du dialogue. Vous avez également au sein du Maroc un rôle actif dans de nombreuses ONG pour la promotion des droits de l'homme. Un de vos principaux combats aujourd'hui, au Maroc notamment, c'est la diffusion de l'enseignement de la Shoah et de ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale, de l'extermination de 6 millions de juifs. Vous avez été invité à de nombreux séminaires à Washington, à Paris, et aujourd'hui vous êtes là en Israël pour assister à l'un d'entre eux. Oui, merci. Effectivement, je suis à Tel Aviv cette semaine pour participer à 2 conférences. L'une s'est consacrée à parler du projet en général de l'enseignement de l'Holocauste dans tout le monde musulman et parler plus spécifiquement sur le cas du Maroc. La deuxième conférence était un petit peu sur l'analyse de la situation actuelle au Maroc dans tout le Nord-Afrique après le printemps démocratique dans la région. Alors un thème, si vous voulez bien, que nous aborderons en dernière partie d'émission. C'est un projet très vaste que vous avez là entrepris. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé à bras-le-corps dans un tel projet? Pourquoi est-ce que vous avez fait vôtre ce combat d'enseignement de la Shoah? Je crois que l'enseignement du Holocauste, c'est un peu lié au terme de l'antisémitisme en général, combattre l'antisémitisme, et c'était en relation directe avec notre combat sur les droits humains en général. La société marocaine, comme vous le savez très bien, c'est une société ouverte, tolérante, est un modèle, je la présente comme étant un modèle d'une démocratie évoluante dans toute la région. Je crois personnellement que le Maroc sert à présenter comme étant un exemple modèle d'une évolution démocratique très ambitieuse dans toute la région. Et l'enseignement de l'Holocauste aussi était parmi ces grands projets qu'on avons présenté à la société marocaine, et je crois que c'est un projet très ambitieux et qu'il reste beaucoup de choses à faire
sur ce point-là dans toute la région. Ambition, on n'en doute pas. Ce qui est intéressant dans le cas marocain, c'est que c'est un projet qui vient pas par le haut, c'est-à-dire c'est pas le roi qui dicte ce projet, mais ça vient par le bas, c'est-à-dire par la société civile, par vous, c'est-à-dire les enseignants, ils ont pris une décision presque volontaire pour enseigner la Shoah. Mais est-ce que le roi fait quelque chose quand même? Tout à fait juste. Je crois que le roi a un rôle très primordial dans tout ça. Écoutez, lors de l'inauguration du projet Aladdin, le roi du Maroc a adressé une lettre officielle aux participants de l'élaboration de ce projet, dont il a qualifié le Holocauste comme étant une tragédie immense qui a touché toute l'humanité. Une terrible tragédie. Alors, écoutez, lors de cette inauguration, tout le monde a applaudi. C'était fait et ça brisait en quelque sorte ce tabou dont on parlait dans le monde musulman. Alors, le Maroc, comme je l'avais déjà dit, il est toujours en avant comme pour ces initiatives. Et d'ailleurs, vous parlez également de cette initiative comme façon de lutter contre l'antisémitisme. Vous avez vu des résultats sur le terrain? Vous avez réussi à changer la vision des choses de certaines personnes? Tout à fait, oui. Écoutez, dans le monde musulman en général, il y en a des extrémistes, que ce soit des panarabistes ou des islamistes radicaux. Vous agissez également envers eux? C'est eux qui agissent en contre de l'initiative. Et écoutez, ils croient que toutes les choses reliées aux Juifs est considérées comme étant un acte de normalisation des relations avec Israël. Et malheureusement, ils ont mal vu nos initiatives et nous attaquent parfois via leurs organes de presse. Et ils ont tout un grand projet de propagande contre votre projet directement? Notre projet en global, oui, l'antisémitisme est une part de ce projet. Mais je crois que tout simplement, les panarabistes en général de la région sont exposés à une grande propagande venue d'ailleurs, certainement par les chaînes de télévision du Moyen-Orient. Mais on essaie quand même de faire en sorte d'élaborer nos projets à l'encontre d'eux et de faire voir à la société marocaine et surtout l'intelligence marocaine les objectifs positifs de nos projets. Parce que on a les panarabistes qui sont laïcs et puis on a les islamites de l'autre côté qui sont religieux. Mais c'est-à-dire un point sur lequel ils sont d'accord, c'est qu'ils sont contre l'enseignement de l'Holocauste ou de la Shoah au Maroc. Parce que qu'est-ce qu'on dit en fin de compte? On dit, si j'enseigne, c'est-à-dire en enseignant la Shoah aux étudiants marocains, je suis en train de faire une normalisation avec Israël. Donc ils font le lien. C'est-à-dire, comment vous répondez par exemple à tel propos? Je me souviens lorsque nous étions ici en 2009 à Jérusalem pour un séminaire des étudiants berbères marocains pour assister à un séminaire de formation à Yad Vashem en Israël. Lorsqu'on étions... Ah, c'est pas la première. Non, c'est pas la première fois en Israël. Sûr, oui. Mais lorsque nous sommes revenus au Maroc, ils ont fait une gamme de propagande contre nous. Ils ont dit que ce sont des collaborateurs avec les sionistes, bien sûr. Et ils ont dit même que nous étions une menace directe envers les jeunes éducateurs marocains. Alors, vu de tels propos, il y a une sorte de coalition directe entre des islamistes et des panarabistes sur ce sujet. Alors, des critiques, des contestations très vives contre votre projet, ça existe aussi au Maroc, on s'en doute. Est-ce que concrètement, vous vous sentez menacé dans votre action? Menacé, non. Ce n'est pas une bonne expression, mais disons qu'il y a toujours une confrontation directe, des attaques physiquement, mais les médias publient toujours nos photos avec des significations qui n'est pas trop bonnes, le zioniste, le collaborateur, etc. Des gens qui reçoivent d'argent par ailleurs, des grandes sommes pour faire n'importe quoi. Mais je crois que la société marocaine est plus ouverte. Il y a toujours ce combat interne entre les islamistes, les panarabistes et les activistes laïcs. Et moi, personnellement, je ne me considère pas menacé au Maroc, non? Alors, il y a une autre initiative qui ressemble beaucoup à la vôtre, c'est le projet Aladdin de l'ancien président français Jacques Chirac, qui promeut également l'enseignement de la Shoah au sein du monde
musulmans. Et vous vous êtes identifié également à ce combat ou est-ce qu'il n'est pas adapté à votre action au quotidien? Oui, nous sommes très familiers avec le projet Al-Adhan, mais le projet Al-Adhan est un peu considéré comme étant un projet pour la classe des éducateurs un peu élevée. Pour les académiciens? Les académiciens, les universitaires, oui. Mais notre travail, nous, se base un petit peu sur, pour les gens ordinaires, les simples éducateurs, les activistes associatifs, les gens qui entrent en direct contact avec la société civile. Et pour moi, c'était un très bon projet parce que ces effets, parce qu'elle est en contact direct avec les gens. Alors on parle de l'antisémitisme, il faut parler aussi d'antisionisme. Il fut un temps en Israël où dire le mot Israël était mal vu, on évitait de le faire à tout prix. Aujourd'hui, les choses ont changé. Est-ce que vous pensez que c'est aussi grâce à ce genre d'initiative? Oui, bien sûr. Même au Maroc, on emploie le mot d'Israël, même dans le média officiel pour le moment. Et puis vous y venez apparemment facilement. Oh, bien sûr, oui. Le Maroc, comme je l'ai déjà dit, ça sert de présenter comme étant un modèle par excellence de tolérance et d'ouverture envers tous les sujets, y compris Israël. Alors, on n'a pas beaucoup de choses à craindre lorsqu'on visite Israël ou bien lorsqu'on parle même dans nos conférences et nos débats ouverts. Samir, est-ce qu'il y a d'autres initiatives dans le monde arabe à l'image de ce qui se passe aujourd'hui au Maroc? Il y a la Tunisie aussi qu'il faut saluer. C'est-à-dire c'est une tentation c'est presque la même chose. C'est-à-dire dernièrement, on a vu ce film tunisien à l'université. On a fait une projection. C'est un projet qui ressemble un petit peu à ce qui se passe au Maroc. C'est une classe d'étudiants tunisiens qui ont fait le voyage en Pologne, à Auschwitz. Et puis, ils étaient un petit peu... D'abord, ils ont étudié en Tunisie ce que c'était la Shoah. Et puis, ils ont fait le voyage. Déjà, j'aimerais bien voir des étudiants marocains. Ils ne sont pas contre, mais il faut qu'il y ait... Même des enfants, à l'image de ce qui se passe dans les écoles européennes, qui iraient dans les camps de concentration? Oui. C'est un projet envisageable, vous pensez, aujourd'hui, pour les écoles marocaines ou pas encore? Oui, pourquoi pas. Surtout, moi, je focalise un peu surtout sur les enseignants et les encadreurs pédagogiques, parce que faire un tel travail, c'est très impressionnant. Mais lorsqu'on invite surtout les chercheurs, les éducateurs, ça aide de plus à passer ce message dans toutes les écoles. Définitivement, ça apportera de bonnes choses. Alors un mot également de ces œuvres, de ce matériel pédagogique pour enseigner la Shoah. Il y a des livres sur la Shoah qui ont été traduits en arabe, n'est-ce pas, récemment? Oui, d'abord on a lancé un appel pour qu'il y ait des guides en arabe, qui parlent en arabe en Pologne. C'est-à-dire pour recevoir des touristes arabes, il faut qu'il y ait des guides en arabe. Et puis il y a des traductions en arabe. Par exemple, au Maroc, dans le salon du livre, on a parlé de ça. Il y avait la traduction de Primo Levi, il y avait la traduction en arabe de l'autobiographie d'Anna Frank. Mais en même temps, il y a un phénomène démocratique qui se passe. Donc, par exemple, dans le pavillon islamiste, il y avait la traduction en arabe de Mein Kampf d'Hitler. Donc, ce sont des livres qui se côtoient et chacun... C'est vraiment un souk, comme à Marrakech. Et donc, c'est vraiment, on parle de tout, on parle pour la Shoah et on parle contre la Shoah, mais tout dans un dialogue. C'est-à-dire, on se dispute avec des mots. C'est plus qu'un dialogue, c'est presque un bras de fer aujourd'hui que de faire cohabiter Mein Kampf à côté du journal d'Anne Frank. Et ça se passe comme ça dans le salon de livres. Donc, déjà, moi, quand j'ai vu ça, c'est vrai. La première réaction, on est un petit peu choqué, mais c'est-à-dire, en repensant à ce phénomène, on voit que c'est vraiment, il y a un dialogue. C'est-à-dire, à l'époque, on ne voyait, à mon époque, on ne voyait ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, tous les livres qui sont un petit peu, entre parenthèses, polémiques, on ne les voit pas, ils sont interdits. En tout cas, c'est donc une polémique en faveur de la Shoah qui est aujourd'hui acceptée, un matériel pédagogique dont vous servez. Oui, bien sûr, mais il faut noter une autre chose, c'est que la montée des islamistes dans toute la région s'est aggravé un petit peu la situation et que ce genre d'initiative, ce n'est pas mal vu, mais plus pire encore, il est considéré comme étant un acte de normalisation avec Israël, comme je l'ai déjà insisté. Même les islamistes maintenant au Maroc ont
cherche à présenter un projet de loi pour le Parlement. C'est à cause des islamistes aujourd'hui qu'il n'y a pas de normalisation supplémentaire des relations avec Israël? Les panarabistes et les islamistes, parce que comme on a déjà dit, il y a une collaboration directe entre eux sur ce point. Alors un dernier mot, Abdallah Benassi, puisqu'il ne nous reste plus qu'une minute, sur la deuxième partie de votre voyage. C'était pour participer à un autre symposium qui cette fois-ci concernait les printemps arabes. Un printemps arabe qui n'a pas eu lieu au Maroc. Et pourtant, on a parlé d'une contestation écrasée, d'une montée de l'islamisme. Est-ce que cela veut dire que cette contestation, elle va revenir demain, peut-être de façon plus forte? Je parle des printemps démocratiques. Ce n'est pas tout simplement arabe, parce que ce ne sont pas les Arabes tout seuls qui existent dans la région. Mais je crois que le Maroc a fait sa révolte aussi très positive. Et on a organisé des élections, une nouvelle constitution. Beaucoup de choses se changent positivement en avant. Le Maroc, les revendications ont été écoutées. Oui, bien sûr. Il en reste beaucoup de choses à faire, mais le Maroc est sur le bon voie et je suis très optimiste pour ce que apportera demain, Inch'Allah. Merci en tout cas beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Merci à vous, Samir, également. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. La suite de l'information, c'est dans quelques instants sur GuiSen TV.